Bonjour, j'aimerais répondre à deux questions que m'a posées une personne qui vient d'être formée à l'hypnothérapie et qui commence à pratiquer l'hypnothérapie, donc dans le cadre d'une supervision professionnelle. Donc ce sont des questions et des réponses qui vont concerner surtout les personnes qui pratiquent l'hypnose. Alors, la première question, je vais vous la lire, c'est est-ce que c'est OK de travailler dans tous les cas en transe hypnotique profonde et avec tout le monde? Alors, déjà, avec tout le monde, chacun a une réceptivité hypnotique différente. Donc on peut pas forcément utiliser la transe hypnotique très profonde avec tout le monde, puisqu'il faudrait parfois un grand nombre de séances pour certaines personnes, alors que d'autres développent une transe hypnotique profonde au bout de 5 minutes, au bout d'une demi-heure, au bout de la deuxième séance, etc. Donc en réalité, c'est là la grande différence entre l'hypnose expérimentale et l'hypnothérapie, c'est que l'hypnothérapie se contente du niveau de transe suffisant. Moi, je suis pas partisan d'un travail en thérapie dans une hypnose qui soit trop légère, qui soit une simple relaxation ou une simple conversation avec quelques, on va dire, distractions. Je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée à ce qu'il y ait une transe hypnotique formelle, formalisée par certaines réponses. Elle n'a pas besoin non plus d'être très profonde. Alors, les gens s'attendent à ce qu'il y ait, par exemple, à ce qu'ils décrochent, à ce qu'ils soient complètement absents ou à ce qu'ils dorment complètement. Ça peut arriver, c'est pas forcément souhaitable en hypnothérapie. Si la personne n'est pas assez là, quelque part il n'y a pas de répondant à un niveau inconscient, et ce qu'on dit peut tomber dans l'oreille d'un sourd, étrangement. J'ai envie de dire que qui peut le plus peut le moins. Donc moi je vous encourage à passer du temps sur l'induction de l'hypnose, sur la phase de l'induction, pour amener la personne dans l'état d'hypnose le plus profond possible. Ensuite, par contre, vous avez peut-être besoin d'un état qui soit pas trop relaxé ou pas trop ailleurs, où la personne soit quand même un petit peu là, donc la déranger. En lui posant des questions, en demandant à nouveau peut-être un phénomène de lévitation de bras ou un autre phénomène dans ce genre-là, en laissant un silence très long qui peut ramener de la conscience, ou le contraire, en changeant de rythme. Il y a des tas de choses que vous pouvez faire pour déranger la personne, pour qu'elle revienne entre deux eaux. Mais si elle était bien profonde, elle va rester, on va dire, dans le gaz, en quelque sorte, et c'est souvent un état extrêmement propice. Comme le réveil juste après l'hypnose était souvent un état très très propice à la suggestion thérapeutique. Ce qu'on dit va être entendu à un niveau inconscient parce que la porte est ouverte, mais aussi à un niveau conscient, donc aux deux niveaux, ce qui est très intéressant. Sauf si vous voulez travailler avec la suggestion post-hypnotique avec amnésie, où là, peut-être vous aurez besoin de donner la suggestion au cœur d'un moment qui est vraiment le plus profond possible. Le souci avec la profondeur de l'hypnose, c'est que ça peut cliver la mémoire. Donc, prenons un exemple. Quelqu'un qui apprend une langue étrangère sous hypnose, et dans un état d'hypnose vraiment très profond, quasiment un état de sommeil hypnotique ou de somnambulisme, se retrouve à avoir cette compétence, mais enfouie en elle, qui n'est accessible que quand elle retourne dans cet état. Si bien qu'au quotidien, ça lui est complètement inutile, puisqu'il faut qu'elle retourne dans cet état-là pour avoir cette compétence. Eh bien, l'intérêt de l'hypnothérapie, c'est que les suggestions faites durant l'hypnose soient valables hors de l'hypnose, soient valables au quotidien, dans un état réveillé. Donc, je vous conseille quand même d'utiliser des états intermédiaires qui sont souvent beaucoup plus intéressants. Ensuite, il y a le cas de certaines personnes qui ont une forme de résistance très particulière qui consiste à être extrêmement sensible, extrêmement réceptif en réalité. Mais il y a beaucoup de choses au fond, il y a beaucoup de choses derrière. Et donc ils sentent que dès qu'on commence à exercer une certaine influence via la suggestion hypnotique à l'intérieur d'eux, il se passe des choses. Donc c'est bien, on est là pour ça, mais simplement ça leur fait peur et donc ils bloquent en quelque sorte. Si vous brusquez, alors là ils vont bloquer définitivement et il ne se passe rien. Voire ils peuvent être même assez mal à l'aise, ils peuvent se sentir assez mal. L'important c'est de les laisser vraiment aller à leur rythme. S'il faut que durant cette séance, la première, la deuxième, etc., ils n'aillent que dans un état très superficiel, c'est très bien. L'important c'est que quelque chose se mette en place, qu'une porte commence à s'ouvrir, surtout pas défoncer cette porte. Une bonne technique, moi je dirais, il s'agit de ne pas imposer à une personne, ben voilà, vous allez rentrer dans un état d'hypnose profonde, vous allez dormir, ni au contraire, oh, vous allez rester dans un état très léger, vous ne ferez que vous relaxer. Mais plutôt, déposer sur la table un ensemble de caractéristiques de l'hypnose,
puisqu'il n'y a pas juste l'hypnose légère et l'hypnose profonde, et ensuite laisser la personne, en quelque sorte, faire son marché, remplir son assiette avec ce qui lui convient. Ça veut dire décrire les différentes formes d'hypnose qui existent, décrire les différents niveaux. On peut dire, voilà, il est possible que vous vous endormiez, d'un sommeil hypnotique, bien sûr. Il est possible que vous soyez dans un état très profond et qui n'a rien à voir avec le sommeil. Il est possible que vous soyez dans un état léger, que vous ayez le sentiment d'être toujours là, mais que vous sentiez quand même une sorte de distraction, une rêverie. Il est possible que vous soyez dans un état intermédiaire où vous entendez ma voix, vous entendez peut-être d'autres sons, encore que vous n'y prêtiez pas beaucoup d'attention, mais vous faites pas vraiment attention au contenu de ce que je raconte, sauf de temps en temps. Donc vous avez le sentiment d'être un peu là et un peu ailleurs en même temps. Il est possible que vous rêviez ou que vous ne pensiez à rien, que vous ayez des idées, que vous réfléchissiez, que vous compreniez, que vous viviez des choses à l'intérieur de l'hypnose, que vous ayez le sentiment d'avoir la tête complètement vide. Et vous pouvez ainsi décrire des tas de formes d'hypnose. Ensuite, vous insistez sur le fait que vous ne savez pas, vous, dans quelle hypnose va rentrer la personne, et que la personne elle-même ne le sait pas, mais qu'elle peut être curieuse de le découvrir. Ainsi, c'est une forme très permissive et à la fois très, très, très directive d'induction, puisque vous obligez la personne à rentrer dans sa propre forme d'hypnose. Donc tout le monde y trouve son compte. Là, à la fin, si elle vous dit c'était un état très léger, mais voilà, c'était un état très léger parce que c'est ce qui devait être. Si elle vous dit c'était un état très très profond, ben voilà, c'est ce qui devait être. Et vous pouvez d'ailleurs préciser dans les suggestions, l'état dans lequel vous allez rentrer n'est pas, est celui qui va être le plus propice au travail qu'on va faire, tout en étant le plus confortable et le plus agréable pour vous. Donc voilà une bonne solution afin de vous assurer que finalement vous avez toujours le meilleur état possible. La deuxième question, je vous la lis. Elle portait sur l'auto-hypnose. À quel moment apprendre l'auto-hypnose au client? Est-ce que c'est en dernière séance pour un signe d'autonomie ou avant? De toute façon, en signe d'autonomie, ça peut être même avant. Je veux dire, dès la première séance qu'on fait, on peut commencer à offrir des petits entraînements à l'auto-hypnose. Moi, je conseille que ça soit juste, par exemple, une petite technique d'induction très simple, très 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 simple, sans aucune intervention d'autosuggestion. Puis ensuite, en fonction de si la personne s'est prise au jeu, à pratiquer, etc., à chaque séance, pourquoi pas passer 5-10 minutes à lui donner un conseil supplémentaire ou juste à faire le point avec elle. Même dès la première séance, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire un travail participatif, de dire voilà, on va faire le travail durant les séances, mais vous allez aussi avoir un petit exercice à faire à la maison, peut-être tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les jours, d'auto-hypnose afin de vous y aider. Alors ça dépend dans quelle problématique évidemment, mais pour tout ce qui est par exemple lâcher prise, eh bien si la personne peut s'exercer comme on ferait des pompes pour se muscler, si elle peut s'exercer au lâcher prise à travers des petits exercices d'auto-hypnose quotidiennement, c'est aussi bien. Une personne qui aurait du mal justement à rentrer en hypnose, eh bien on peut lui donner des exercices afin que d'une séance sur l'autre, elle puisse mieux y rentrer. Pour tout ce qui est reprendre le contrôle, ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte que la séance d'hypnose ne parvienne pas au résultat, mais débloque un résultat que la personne aura à condition qu'elle s'exerce à l'auto-hypnose. Comme ça, elle peut vraiment dire c'est moi qui l'ai fait. Évidemment, les séances m'ont aidé, mais c'est moi qui l'ai obtenu. À la dernière séance, de toute façon, si on sait quand est-ce qu'est la dernière séance, parce qu'on ne le sait pas toujours, moi en général je prends des rendez-vous avec les gens et puis je leur dis voilà, à un moment donné vous allez annuler le rendez-vous, suffisamment à l'avance bien sûr, mais vous allez annuler le rendez-vous en me disant voilà, tout va bien, j'ai plus besoin de vous pour l'instant, je sais où vous trouver si jamais j'ai besoin. Donc on ne sait pas toujours quand est-ce que va être la dernière séance, mais si on le sait, si par exemple une personne vient nous voir et puis nous dit voilà, j'ai le sentiment que le travail est fait, c'est bien, donc je sais pas trop quoi vous demander, à part peut-être de le consolider, ce qui est souvent le cas, bien, en ce cas-là, on va pas perdre cette séance, on va en profiter justement pour lui offrir des outils d'auto-hypnose que la personne ensuite utilise ou non. Bizarrement, quand tout va bien, les gens n'ont pas forcément le réflexe d'utiliser l'auto-hypnose, sauf ceux qui peuvent en avoir besoin dans certaines activités particulières, bien sûr. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour vous donner un petit conseil quand il s'agit d'enseigner l'auto-hypnose. Je vous conseille d'enseigner celle qui fonctionne pour vous.
Vous serez jamais aussi congruent que si vous enseignez ce qui marche pour vous. Par exemple, moi, j'ai passé beaucoup de temps j'ai perdu même beaucoup de temps, on va dire, à m'exercer à l'auto-hypnose à travers des visualisations assez complexes. Il y a des choses qui m'ont fait beaucoup progresser, comme par exemple le fait de garder les yeux ouverts, de fixer un point, de relaxer le visage autant que possible, jusqu'à ce qu'il y ait une respiration qui s'accélère, donc de ne surtout pas contrôler la respiration, donc pas de cohérence cardiaque ou de choses comme ça de mon côté, pour moi, hein, de mon expérience. Ensuite, éventuellement des autosuggestions, bien que quand je transmets l'auto-hypnose aux personnes qui viennent me consulter, je ne leur apprends pas forcément, pas à tous, à faire de l'autosuggestion. Souvent, je programme durant l'hypnose, quand on est ensemble, le fait que quand la personne va donc s'installer sur une chaise, pas forcément trop confortable, ou être debout même d'ailleurs, hein, ça peut se faire n'importe où, dans les transports en commun, dans une salle d'attente, fixer un point, relaxer le visage jusqu'au moment où la respiration commence à s'accélérer, qu'à ce moment-là, eh bien, les suggestions soient celles qu'on a programmées, donc que les yeux se ferment quelques instants, que les yeux puissent bouger librement derrière les paupières, et qu'à ce moment-là, la personne parte dans ceci, cela, enfin bon, que ça dure exactement le temps que ça doit durer, que ça s'adapte au contexte, que ça soit à chaque fois une transe hypnotique d'une nature différente, surprenante et adaptée à la situation, et qu'à chaque fois, donc le subconscient de la personne en profite pour faire ce qui est justement, on va dire, attendu à ce moment-là. Par exemple, s'il n'y a vraiment pas vraiment de demande en particulier, si ce n'est de se relaxer, bien que ça soit relaxant. Si la personne essaye au contraire de faire ça pour se concentrer, et bien qu'il en résulte de la concentration. Si la personne fait ça pour chasser une émotion, qu'il en résulte, et bien ce changement émotionnel. Bref, plutôt que ce soit la personne qui se fasse l'autosuggestion, qu'elle se fasse l'induction, et qu'ensuite, on programme le subconscient à être réactif, réceptif, et à s'adapter à la situation pour produire exactement le travail adéquat. Un autre petit conseil par rapport au réveil. Des gens vont vous demander souvent, si je me mets en hypnose, comment je vais me réveiller. Donc vous leur dites et vous le suggérez que s'ils se réveillent tout seuls, vous pouvez leur donner une clé. Par exemple, vous prenez 3 grandes inspirations, vous vous réveillez. Leur suggérer de s'étirer vraiment bien pour bien se réveiller. Et suggérer à leur subconscient que le réveil n'est pas forcément toujours le même état. C'est l'induction d'un nouvel état. L'état dans lequel je vais avoir besoin d'être. Par exemple, si je fais de l'auto-hypnose une demi-heure avant d'aller me coucher, je vais avoir peut-être besoin d'un état de pré-sommeil assez calme. Si je fais de l'auto-hypnose le matin avant d'aller travailler, je vais peut-être avoir besoin d'un état très joyeux, très, je sais pas moi, très, on va dire, motivé, volontaire. Si je fais de l'auto-hypnose avant de lire un livre, peut-être que le réveil, c'est me retrouver dans une bulle de concentration. Si je fais de l'auto-hypnose avant de parler en public, c'est peut-être une forme de charisme. Enfin bref, le réveil est l'induction d'un nouvel état. Comme si rentrer dans l'auto-hypnose, c'était, on va dire, éteindre la machine pour rebooter ensuite, quand on sort de l'auto-hypnose, retourner exactement dans le mode utilisateur qui convient à la situation présente. Voilà, donc j'espère que ça a répondu aux questions de la personne qui m'a posé ces questions, et puis à vos questions également. Vous pouvez me les envoyer à l'adresse antoine@garnier-hypnose.com. Et je vous invite à consulter aussi les autres rubriques de mon site internet www.garnier-hypnose.com. À très bientôt. Au revoir.